Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, spécial Ares 7, 7ème édition, légendaire. J'espère que vous validez la collab avec Fab, le dessinateur qui a fait l'illustration de ce podcast pour Ares 7, pour marquer le coup. Voilà, une illustration de dingue, parce que c'est un event de dingue. Abonnez-vous à sa page, il y a du dessin de SCH, Gizmo, Nganou, Faresiam. Abonnez-vous également à la page YouTube, vous êtes les bienvenus. Voilà, une petite introduction faite. Allez donc voir le monde de Fab. Sur ce, c'est parti. Ares 7 aura lieu le 25 juin au Dôme de Paris. Comme d'habitude maintenant, on se réjouit de voir les matchmakers travailler leurs cartes et cette fois c'est très sombre. Dans cette carte est exceptionnelle. J'ai même vu sur Twitter des gens troll UFC Paris en mode au moins si Paris c'est nul, on aura eu Ares 7. Faisant allusion au fait que en fait, à Paris, il y avait trop de match-up étrangers, voire éclatés. Donc même si ça va vachement mieux avec Fioro Andrade, Gan Tuivasa, c'est officiel aussi, c'est lourd. C'est vrai qu'il y a des combats prélims qui n'ont pas l'air très attrayants, mais bon, moi je trouve que c'est cool. Alors bref, on a appris que Ares faisait également une carte le 2 septembre, soit un jour avant UFC Paris. Et il y a déjà du monde dessus, il y a Teddy Violet, il y a Alex Tekena contre Ivana Chiric pour la ceinture, en 57 kg je crois. Il y a Baysangour qui revient, sûrement le vainqueur de Lapillus Ayoub, il y a Demarque Peña, celui qui disait j'aime ça, c'était cool. Donc voilà, ça va être une belle carte. Pour revenir à Ares 7, on était à 15-16 combats prévus sur la carte, puis cette semaine ça s'est quand même vachement réduit à 10, puis ils ont quand même remis Rizlen, donc ça fait 11 combats, 2 ceintures qui seront en jeu, et on note également qu'il n'y a pas de combattante sur la main carte pour l'instant. Là, la main carte, elle a été postée sur le compte officiel d'Ares, donc si ça reste comme ça, il n'y a pas de combat féminin en main carte. Ça va être difficile de tout passer en revue, à mon grand regret, donc je vais brièvement aborder les prélims, pour rentrer un poil en détail sur certains combats de main cart. Donc c'est parti pour un petit tour des prélims. La soirée va sûrement commencer avec Badr Medkouri contre Alpha Sissoko. Celui-ci fera donc sa deuxième ouverture de carte après Ares 3, je crois. C'est un combat intéressant. Badr est solide. S'il passe ce test, il sera à suivre de très près. Il avait gagné 2 fois par stoppage avant de battre Damien Loscoremi, qui était réduit physiquement. C'était un short notice au Hexagone courant mars, donc on lui enlève aucun crédit. C'est quand même une bonne opération pour le pensionnaire du Marseille Fight Club. Là, il est donc à 3-0. Il débarque au Ares avec une bonne prépa. Le Marseille Fight Club joue gros ce mois-ci, dans le mois de juin. Voilà, il fait partie des activistes que je surveille de très près. J'aime bien le bonhomme. Voilà. En face, il y a Alpha Sissoko, qui avait gagné donc son premier combat à Ares 3, par arrêt de l'adversaire dans le deuxième. Je me souviens que son petit défaut, ça avait été son cardio, et que sinon, c'était un combattant sympa. C'était un combattant agréable, il y avait beaucoup de choses. Il y a une marge de progression qui est énorme, donc c'est cool. Là, on va voir un petit peu comment ça a évolué. Voilà, on va voir où il en est, à quel niveau. Mais dans l'ensemble, ce combat est très intéressant. Alpha avait montré beaucoup de cœur et un refus de la défaite assez incroyable. C'est un combattant qui a l'air assez coriace à terminer. Je pense que l'issue pour Badr, pour gagner, c'est de le faire durer au maximum, d'aller jusqu'au 3e round et de garder un petit peu d'énergie pour celui-ci. Mon petit prono, c'est Badr Merkouri au ground and pound dans le dernier round. Voilà. Ensuite, il y a Anthony Salamon et Samir Kaidji qui vont s'affronter. C'est un combat qui est programmé depuis longtemps maintenant. Il y a des grosses attentes sur ce combat, notamment des noms qui reviennent souvent quand on parle des prélims UFC Paris. Pourquoi pas? Salamon en cas de victoire, c'est 8-0, c'est propre. Il y a quelques belles orgas au compteur. Il s'entraîne au AFC 59 plus la team Talbi avec Mustafa Aida et Ruskov Domingos. Je passe le salut. Caddy sort du Sketch Warrior, donc en cas de victoire, lui aussi, il aurait une belle dynamique, puisqu'il est sur 2 victoires, une au premier, une au deuxième round. Voilà, donc c'est un combat qui est très attractif sur le papier, qui annonce des belles choses. Il fallait faire un petit prono, je donnerais une décision, une split.
mais je me prononce pas, j'en reste là. Je pense que c'est des styles qui vont s'annuler, mais de là à dire qui va gagner, là franchement c'est très serré, c'est encore une fois c'est un beau match-up, hein. Vraiment y a rien à dire. Voilà. Ensuite il y a Ewelina Wozniak qui reviendra à Arès après un combat perdu mais qui avait été très très disputé, c'était un magnifique combat. Elle est numéro 1 en Pologne, elle affrontera la Russe Feofanova, pardon, qui est sur 7 victoires, dont la dernière qui est au Brave. C'est un combat aussi qui est très intéressant. Voilà, je mets un petit prono, je mets une petite pièce sur Ewelina Wozniak. Parce que je l'avais trouvé quand même assez talentueuse. Je sais plus quel arrêt elle avait fait, je crois que c'était arrêt 4 ou 5. Et puis son adversaire, je la connais pas, donc voilà. On va passer à la main card de façon un peu plus précise. C'est parti. On a Ilyes Giroun qui est blessé. On a Kruchevski qui est positif au dopage. Donc finalement, c'est Amin Ayoub qui s'est proposé pour affronter Damien Lapillus, qui a mis apparemment une dizaine de secondes à se décider à accepter ce combat. C'est énorme. C'est un énorme banger. Moi, c'est le coup de cœur de cette carte. Voilà. D'un coup, la carte, elle est redynamisée. Un combat en moins, mais niveau qualitatif, vraiment là, on prend un coup dans la tronche. Donc c'est cool. C'est la folie. Fernand Lopez a confirmé que l'ordre des combats allait évoluer. Mais finalement, niveau main card, c'est resté tel quel. Donc c'est mon seul petit bémol. Bon, je vais souvent le répéter, je crois, dans ce podcast. C'est que j'aurais souhaité les voir un peu plus haut dans la hiérarchie des combats. Voilà. Damien sort de 2 belles victoires. La dernière, c'était au Ares 4. Avant ça, c'est 3 combats en 2021. Et au total, de ces 5 derniers combats, ça fait 3 victoires et 2 défaites. Donc c'est très propre. Il a annoncé lors de notre interview qu'il devrait combattre pour la ceinture et ne pas devoir faire de demi-finale, ce que je comprends. Et finalement, il s'est réapproché de cette optique, donc c'est cool. Finalement, il a qu'un combat peut-être à faire avant d'avoir une ceinture. En cas de victoire, Damien sera sur un run sérieux de 3 victoires contre un adversaire qui a fait ses preuves au Brave, qui a été champion en novembre 2020. Donc de quoi se positionner clairement au top de la KT pour un affrontement le 2 septembre pour une éventuelle ceinture. Ça serait énorme. Je pense que pour un beau main event, ça ferait un beau main event. Reste à voir contre qui. On verra. Peut-être Gomis. On va voir. Ayoub, lui, il sort du rouge, mais il était avant ça sur 8 victoires. C'est incroyable. Notamment 3 au Brave et 2 à l'UAE Warriors. Donc c'est du lourd quand même, c'est du sérieux. 3 stoppages sur ses 5 derniers combats. C'est un profil très intéressant pour affronter Damien avec un beau match-up. Il n'y a rien à redire là-dessus. Vraiment, en plus, ce qui est cool, c'est que ça s'est fait naturellement après l'annulation de leurs 2 combats. Donc c'est 2 mecs qui en veulent, donc c'est parfait, vraiment c'est parfait. Concrètement, ce combat, c'est plus qu'une demi-finale. On est sur un level ceinture. Moi, je vois pas qui d'autre pourrait se présenter à leur table aujourd'hui. Donc il y aura énormément d'intérêt à suivre ce combat. Les 2 ont accepté très rapidement, comme je disais. Avantage à Damien du point de vue de la prépa. Il s'était préparé à affronter un droitier et il aura un droitier. Amin Ayoub s'était sûrement préparé pour un droitier et il aura un gaucher. Donc c'est pas facile comme changement de plan à 2 semaines de l'échéance. Après, c'est un professionnel qui a l'habitude, mais c'est quand même un élément important à souligner. Surtout que sur le papier, c'est très serré, donc c'est des petits détails comme ça qui peuvent faire beaucoup. J'imagine un beau combat debout. Les 2 savent quel enjeu il y a pour le vainqueur. Pour ma part, honnêtement, si on met Ahmed Salamov en co-main event pour une ceinture, on pouvait espérer une ceinture pour Lapillus Ayoub. C'était pas honteux, ça avait beaucoup de sens. Même si Ayoub sort d'une défaite, il n'est pas non plus à côté de la plaque. Il a été champion du Brave, il était sur 8 victoires avant d'avoir une défaite. Franchement, il y avait moyen de glisser une petite ceinture et je pense que c'est validé par la plèbe. Donc le petit prono, moi je vois Lapillus à la décision, difficilement. Mais je le vois quand même sortir gagnant de ce combat. Je trouve que sa dynamique, elle est plutôt positive, elle est poussive. Il a l'air d'avoir des patterns mis en place debout qui lui correspondent maintenant, qui ont l'air un peu plus pas adaptés au MMA, peut-être au MMA en cage. Je sais pas, c'est un peu maladroit dit comme ça. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus serein et il dégage quelque chose de beaucoup plus serein, tout simplement. Ouais, je sais pas pourquoi j'irais chercher d'autres mots. Donc, ouais, je sais pas, je suis à l'aise avec ça. Donc, voilà, Lapillus à la décision. On passe à Slim Trabelsi, le célèbre lutteur tunisien.
3-0 en MMA qui fera face à Luis Enrique, un ancien de l'UFC qui a perdu contre Francis Ngannou, Marcin Tybura ou Ryan Spann. Il a eu du mal à rebondir depuis parce qu'il a enchaîné victoire-défaite jusqu'à se retrouver au Ares. Slim Trabelsi, il est quant à lui, donc comme j'ai dit, il a 3-0 en MMA. Il s'est retrouvé sur la même carte que Murtel Gronart ou en co-main event avec Ahmed Salamov, voire avec Davy Gallon au Gladiator FC. Donc c'est quelqu'un qui est très sérieux, il a une très petite expérience en MMA, mais il a tout de suite été mis dans le grand bain. Voilà, il est très respecté, très attendu. Il a une lutte d'un niveau olympique, il est très basé sur le grand and pound. Ça fera une opposition très relevée contre le polyvalent brésilien, puisqu'il a placé 6 soumissions sur ses 6 dernières victoires. C'est un combat qui va sûrement se dérouler au sol. Moi, j'aurais pas mis un combat de poids lourd technique, très technique du coup, en haut d'une main carte. C'est risqué. On a déjà vu que c'était compliqué et qu'il fallait pas grand chose pour éteindre l'ambiance. Risqué, voilà, risqué. J'aurais ouvert la carte avec ce combat et remonté Ayoub Lapillus, et j'aurais mis le premier combat de poids lourd en prélume pour remonter Ewelinia Wozniak contre la Russe en main carte également. Comme ça, en plus, ça aurait fait un combat féminin sur la main carte. Ça aurait été un petit peu plus fair play. Après, je suis pas matchmaker et jusqu'à maintenant, ils ont très bien fait leur travail. Donc, laissons-les faire leur boulot. Petit prono, c'est un combat piège pour Slim. Faudra faire attention de ne pas se faire endormir. Je vois une surprise du Brésilien par soumission. Donc voilà, je devais dire Enrique par soumission à contre-cœur. Mais voilà, un petit flair qui me dit que ça va pas se passer comme prévu. Ensuite, c'est William Gomis qui sera confronté à Renan Barão. Donc je vais essayer de vous hyper car je vous vois. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, Renan Barão, ça vaut plus rien. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je vais essayer de vous donner envie de l'intérêt, d'avoir de l'intérêt pour ce combat. Moi, je trouve que c'est une dinguerie d'avoir Barão en France. Je trouve que c'est exceptionnel en tant que spectateur. Et je trouve que c'est une dinguerie pour Gomis de pouvoir vivre ce moment-là. C'est une belle opposition. Gomis a promis un KO avant le 3e round. Il est à 9-2, 9 victoires, 2 défaites sur 7 victoires d'affilée. Il est en pleine bourre, récent pensionnaire du MMA Factory. Il ne peut donc pas affronter Damien Lapillus qui était son adversaire initial. Avant ça, il sortait d'une victoire à UAE Warriors, une autre à l'Hexagone, une au Cage Warrior. Avant, c'était 4 victoires au 100% fight, 2 défaites seulement contre Saladin Parnasse, Morgan Charrière. C'est ultra solide, vraiment c'est ultra solide. Cela dit, en face, il y a donc Renan Barão qui est encore vivant. Attention, il n'est pas retraité, il n'est pas revenu de la retraite, il n'est pas devenu super nul. Il a de l'ego, il a de l'envie et il a des qualités. Donc c'est vrai qu'il a perdu de son aura. C'est vrai qu'il a perdu des PV durant ses derniers combats à l'UFC. Il a été fighter de l'année en 2012 et 2013, champion de l'UFC. Ce mec a commencé sa carrière sur une défaite et il a enchaîné 32 victoires. 32 victoires. Et un no contest. C'est quand même hallucinant. Voilà. 18 combats à l'UFC, un main event contre Uriah Faber. C'est quand même une icône. Voilà. Ça m'ennuie de voir beaucoup de gens lui chier dessus. Maintenant, après, je suis lucide. Hein. Je sais que Gomis est favori. Il faut en prendre pour notre argent. Il faut apprécier le spectacle. Quoi qu'il arrive, il faut les applaudir. C'est tout. En fait, il n'y a que ça, quoi. À la limite, c'est presque risqué pour Gomis parce qu'en cas de défaite, on va dire qu'il n'a pas réussi à battre un vétéran qui était sur 5 défaites. Du coup, c'est un peu un coup de pression, quand même, qu'on lui met, mine de rien. Et il est out pour call-out ceinture chez lui à Paris. Donc, il y a un risque, il y a un vrai risque, voilà. Et Barão, lui, il est bon pour scoltiner, en cas de victoire, je parle. Il serait bon pour scoltiner Ayoub ou Lapillus en septembre. À la veille de l'UFC donc à Paris, ça serait vraiment un énorme clin d'œil. Donc voilà, je ne veux pas porter l'œil. Moi, j'espère une victoire du Jaguar. Seulement, je pense que ça ne sera pas aussi facile que la plupart des gens l'envisagent. Je pense que Barão a été confronté à trop de super guerriers, trop de super saiyan dans ses combats. Après, il a 32 victoires d'affilée. C'est... Voilà, bon bref, après, il a perdu quand même 8 fois et obtenu 2 victoires sur ses 10 derniers combats. Donc c'est vrai, hein, c'est la pente descendante et pas qu'un peu. Le réel inconnu de Barão, c'est son absence de 3 ans sans combattre. On ne sait pas si ça lui a profité pour se refaire physiquement et mentalement, ou s'il a plongé et s'il bluffe. Là, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. L'inconnu pour Gomis, c'est son
c'est son expérience contre ce genre de vieux briscard qui a tout connu et qui est pas totalement out. Voilà, c'est pas Bob Sapp non plus. Donc voilà, ça fait quand même des inconnus qui comment dire, ça remet pas en cause des certitudes. Les certitudes, c'est les win streak de Gomis, c'est les qualités qu'il a, voilà, ça c'est des certitudes. Mais ça fait quand même douter sur certaines choses d'avoir quelqu'un comme Barao qu'on met comme ça, qu'on prend et qu'on met au milieu de la cage et qu'on dit voilà, on sait pas où il en est, on sait qu'il a fait ci, on sait qu'il a fait ça, débrouille-toi. Eh, c'est pas un cadeau, hein. Franchement, si on le prend comme ça, c'est pas un cadeau. Donc, a priori, en première vue, on disait tous, ouais, ça arrange Gomis de pas prendre Alioune Anai. Ben ouais, ben, peut-être qu'on s'est pas mis à sa place et puis que finalement, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Donc on va voir. En tout cas, moi, je suis heureux d'avoir ce spectacle-là. Juste, je l'aurais peut-être pas mis à ce niveau-là sur la carte, je l'aurais descendu d'un cran. Enfin, je vais pas répéter encore une fois. Concernant le petit prono, je vais mettre Gomis à la décision. Pareil que Ayoub Lapillus dans la difficulté. Je vois pas un combat facile. Voilà, je pense que c'est Lucie Berthaud qui le disait au 100% Fight en commentatrice, que parfois les absences profitent aux combattants. Et si ça se trouve, cette absence va lui profiter physiquement, mentalement pour se refaire et on sait pas dans quelle forme il va arriver. C'est le grand inconnu, et moi je mise sur quelque chose de très positif. Donc voilà, je dis Gomis à la décision, mais difficilement. Ensuite, on a Ahmed Salamov contre José Galindo. José Galindo, je sais pas comment on dit en péruvien. Inconnu au bataillon, pour ma part, je suis désolé, hein, je connais pas du tout, je vais peut-être passer pour un con. Mais j'assume. Je sais juste qu'il est à 5-0. Il combat au Contacto Libre, c'est au Pérou. Il a gagné par soumission, par KO, TKO, blessure, décision. Voilà, il a tout fait en 5 combats. 5 victoires. Il combattait en light heavyweight, pardon. Donc c'est hors combat, c'est un beau bébé qui a combattu dans la catégorie au-dessus. Alors que ce combat, ça va être en 83 kilos, si je dis pas de bêtises. Donc Ahmed, il a montré de très très belles choses contre le Suisse Robert Valentin. C'était vraiment incroyable, c'était un très très beau combat, très technique. Et à des années-lumière de mon niveau de grappling JJB, voilà, c'est du chinois, donc je me dois de le reconnaître et je vais pas commencer à compter des conneries. Ils sont vraiment à des années-lumière de ce que je suis capable d'analyser. C'est juste que j'ai pas de hype particulière par rapport à ce match-up, sans manquer de respect ni à l'un ni à l'autre. C'est un match-up main card que je trouve un peu boosté, avec les deux poids lourds Trabelsi et Enrique. Voilà, ces deux combats-là, en fait, je les aurais descendus d'un cran, comme j'ai dit tout à l'heure, pour remonter Ayoub Lapillus et la polonaise, merde, son nom, j'ai oublié, Evelynia Wozniak, voilà, contre la russe. Voilà. J'arrête, je le répète plus, promis, je le dis plus. Concernant ce combat, donc ouais, non, pour revenir à ce combat, donc pour Salamov, ça peut être intéressant de le voir boxer. Mais justement, en face, à la limite, il est inconnu au vu de ses stats. C'est pas possible qu'il soit nul. Il a l'air polyvalent, il a l'air dangereux. Donc Ahmed a tout simplement intérêt à s'en tenir à son point fort qui reste le sol. Je pense pas que ça va s'annuler parce que je pense que son adversaire est quelqu'un de plus équilibré. Donc je pense qu'il prendra le dessus à ce niveau-là. Donc pour le petit prono, je vois une soumission de Ahmed Salamov. Je sais pas si ça va être rapide ou long. J'espère qu'on va pas se prendre une clim comme avec le Brésilien, là, Felipe da Silva Maia à 100% fight avec Alioune. J'espère que Ahmed Salamov va gagner, va prendre cette ceinture, ça serait cool. On passe au point culminant de cette carte, la colonne vertébrale de cet event, le cadeau de Noël en juin. Vraiment. Abdul Lazy King Abdouragimov contre Karl Psycho Amoussou. On le sait, ce combat peut se dérouler à peu près dans tous les domaines. Ils n'auront peur de rien. Ils ne fuiront aucun aspect martial. Ça va être de la pure générosité sportive pour le public. Je pense qu'il n'y aura aucun déchet dans ce combat. Je me souviens de Teixeira Prohaska où tu sentais que chaque round était un momentum à lui tout seul. Chaque round avait son prime time. Et ben là, je sens que ça va être la même chose. Je pense que chaque round, ça va être une part de gâteau, quoi. Ça va être un dessert. Ça va être incroyable. Sauf que j'ai aucune idée de qui va l'emporter, évidemment. Je vois la majorité des gens dire que Abdul est favori. Et de l'autre côté, je vois plus de supporters pour Karl. Donc l'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. Ce combat, c'est déjà un succès en soi avant qu'il ait lieu.
Il profite et il a profité à Arès en termes de publicité, de crédibilité. On est vraiment au maximum. Voilà, on est avec le numéro 1 et le numéro 2 en France. Quoi qu'il arrive, Karl, il est gagnant. Donc je minimise pas le fait qu'il puisse avoir une défaite, mais disons que s'il perd, la plupart des gens, ils trouveront ça logique par rapport à l'âge, par rapport à la dynamique et par rapport à la tournure que prennent leur carrière. Puisque la carrière d'Abdul, elle est sur une pente ascendante. Voilà, on va pas... évident. Donc, je pense que là-dessus, la pression, elle s'est amoindrie. Et puis, il y a l'expérience, il y a tout ça qui fait que pour lui, je pense qu'il prend ça avec un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Et Abdul peut faire un énorme gain ce soir, par contre. Voilà, outre les bonus, outre l'argent, en termes de notoriété, on a la possibilité de ramasser le train de vétérans qui soutiennent Karl depuis tellement d'années. Les spectateurs, les curieux, ceux qui savaient pas trop. Ensuite, il y a le projecteur UFC qui est braqué sur tous les deux avant la date du 3 septembre en France. S'il n'y a pas de bobo, c'est tout bénef. Ça tamponne une première défense de ceinture contre un taulier, contre une légende du MMA français. Il n'y a pas d'autre terme pour parler de Karl Amoussou. Ça fait énormément de plus-value en cas de victoire pour Abdul. Donc ça, c'est très important. En cas de défaite, moi, je trouve qu'il faut relativiser. Voilà, certes, il refait un pas en arrière avec l'UFC, mais il a encore quelques jokers à cramer par rapport à son âge. Il est jeune, parce que perdre contre Karl Amoussou, c'est pas un accident, c'est juste normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, j'ai un truc que j'ai pas trop entendu, c'est les possibilités pour Karl en cas de victoire. UFC Paris, défense de ceinture, revanche immédiate en fonction de comment ça se passe. Voilà, moi, je sais pas, imaginez Amoussou à UFC Paris après avoir battu le champion qui était pressenti lui-même pour y aller. Tout ça, ça serait incroyable. En plus, le tout après avoir été dans l'organisation de son ancien coach avec qui il n'a pas eu la chance de pouvoir y aller. Voilà, il y aurait tout qui s'aligne et ça serait vraiment magnifique. Voilà, pour revenir sur les prépas, maintenant, elles ont été monstrueuses. On a 2 professionnels, 2 mecs super bien entourés. Karl, s'il voulait réviser et fortifier son sol avec Thomas Loubersan, on peut dire qu'il a pris le casting 5 étoiles. Je pense que l'idée, c'est d'annuler le point fort adverse pour ne pas avoir à craindre ses amenées, par exemple, quand lui, il strike, peaufiner les petits défauts avec quelqu'un qui a tellement d'expérience, il va gagner déjà un temps fou. En plus, son head coach a dit qu'il ne voyait toujours pas les limites, qu'il était toujours en constante progression, qu'il repoussait ses limites. Donc voilà, Karl a fait un camp qui semble être incroyable, qui semble être le camp d'une vie, quoi. C'est vraiment le combat d'une vie, en fait. On a fait tout ça pour en arriver là, pour avoir cette exposition et pour potentiellement avoir un dernier tremplin pour la récompense ultime, quoi. Et je trouve que il y a tout qui s'aligne, c'est parfait. Pour Abdul, c'est marrant parce que le MDED fait miroiter qu'il travaille au minimum, qu'il fait le nécessaire, mais pas plus. Il est malin, Abdul. Il sait endormir les gens, il sait endormir son adversaire. Son coach a été plus mesuré. Hein. Le coach Ramos à Nantes, il dit qu'ils sont quand même plus déterminés, ils sont conscients des travaux en face, tout ça. Ce documentaire, il a vachement fait ressortir les extrêmes des deux rivaux. Par exemple, Karl, il était toujours en sueur, en tension. Bon, il y avait les passages avec sa fille, c'était très, très beau. Moi, je parle surtout des passages en salle, quoi. Il était toujours en sueur, en tension. Il upgrade son camp d'entraînement avec Thomas Loubersan. Contre du côté d'Abdul, qui était tout détendu en claquettes. Il s'entraîne dans le jardin avec les plots en béton. Alors, je pense que derrière ça, il y a quelqu'un qui est très intelligent, qui sait comment ne pas se mettre de pression inutile. Je pense qu'Abdul, il a très vite compris comment ne pas, en se créant ce personnage de paresseux, le roi paresseux, de comment évacuer toute pression, en fait, pour éviter de se mettre plutôt toute pression supplémentaire. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très stressé, qui rigole beaucoup, justement. On dit beaucoup que les gens qui rigolent beaucoup, c'est parce qu'ils ont beaucoup de stress à évacuer, c'est une façade et tout, on sait pas, hein, je suis en train de spéculer, je le connais pas, ça serait maladroit de ma part d'en dresser un portrait psychologique. Mais je sais pas, tout ça mis bout à bout, je le trouve un peu trop cool, c'est un peu trop pris, voilà, je sais pas, ou alors c'est les caméras qui font miroiter un peu ce côté-là. En tout cas, moi, je lui manque pas de respect à travers tout ça, je trouve que c'est un personnage qui est très attachant, en tout cas de ce côté-là. Et c'est cool parce que du coup, on a 2 personnages qui sont présentés
vais pas dire le pot de fer contre le pot de terre, mais voilà, il y a deux profils qui sont vraiment originaux déjà, qui sont entiers, mais de manière très différente. Donc je trouve que c'est un main event qui est vraiment incroyable. On va parler un peu de chiffres, pas longtemps. On a Abdul, donc, qui est numéro 2 en France, et qui est champion. C'est 15 combats, c'est 14 victoires, 1 défaite, 93% de victoire. 1 KO, TKO, 10 soumissions, 3 décisions, et il est sur une série de 4 victoires, dont 2 ARS. Voilà. Karl, il est numéro 1 en France, c'est 37 combats, 26 victoires, 9 défaites, c'est environ 70% de victoire. Il est 8 KO, TKO, 14 soumissions, 4 décisions, et il est sur une série de 3 victoires, dont 2 au hexagone, avec une ceinture. Donc vraiment, les deux sont sur un point culminant, on ne pourrait pas mieux faire. Pour le petit pronostic, alors, je vais difficilement accorder mon prono à monsieur Karl Psycho Amoussou. Pourquoi ? Par l'expérience, par l'upgrade général de son dernier camp, sa dynamique extrêmement positive à l'hexagone. C'était convaincant. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est revenu de l'enfer. On sent que c'est quelqu'un qui a mis toutes ses peurs de côté, qui a tout traversé. On sent que c'est quelqu'un qui est au pic de sa maturité, au pic de son top physique. C'est maintenant. Donc voilà, il y a sa motivation de faire du sale devant son ancien coach. Ça pourrait lui donner l'opportunité de enfin aller à l'UFC. Il y a trop de choses en fait. Il y a tout ça qui est... Il y a trop de choses qui sont alignées. Mais on le sait, voilà, il y a Abdul qui peut faire paraître ça facile. En 2-33 mouvements, il a le secret de faire basculer un combat en quelques secondes qui paraissait équilibré en quelque chose de cloué et merci, au revoir. Donc je pense que Karl a bien bossé sa défense au sol pour ça, justement. Il va toucher, je pense qu'il va avoir une garde basse, difficile du coup à emmener au sol, parce qu'il va avoir une vision globale des choses, difficile de le kicker également. Voilà, je reviendrai pas sur mon prono. Pour moi, c'est Karl Psycho Amoussou, sûrement à la décision, je sais pas, on verra. Ça serait incroyable une soumission, mais bon, voilà, on va pas exagérer non plus. Laissez vos commentaires, vos pronostics en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Ça serait vraiment cool qu'il y ait un maximum de commentaires, un maximum de débats, ça serait sympa. Voilà, en tout cas, les deux ont été couronnés champions récemment dans 2 organisations différentes respectables. Il est l'heure de savoir lequel des deux va tout rafler. Ils sont au top du top de ce qui se fait en France dans leur catégorie. Ça a été annoncé en mars, voilà, c'est l'heure, on y est. La Fight Week Ares qui démarre. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un super event, une super Fight Week. Vraiment, ça tombe à pic pour tous les fans de MMA. Voilà, pour ma part, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse avec ce super dessin donc du monde de Fab. Allez voir son Insta. Moi, je vous retrouve très bientôt, puisqu'il va y avoir l'UFC 276 avec des prélims de dingue. Il va y avoir l'UFC Paris qui approche dur. Arrêt Suide solide également. Des interviews, on va voir pas très rapidement. Voilà. Les gars, abonnez-vous. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Ciao.